Bonjour les petits coquelicots, les parents et les enfants. Aujourd'hui, c'est une comédie musicale extrêmement gossante. La 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 la. Bonjour. Comment allez... Ok, j'arrête. Comment allez-vous, les copains? Épisode, Dreadsul Tape, Zididoum, Zigimbao, pouf, l'équipe boum, bam. Bon, et voilà, c'est parti. Moi, c'est les débuts. Mes forces, c'est les débuts d'épisode. C'est toujours, là... c'est vraiment, là, c'est une force que j'ai. Bonjour, bienvenue à Dreadsul Tape. Comment allez-vous? Bien, super. Je vous entends dans mon cœur. Un autre excellent épisode aujourd'hui qui a été enregistré l'été dernier devant le public. Donc, c'est un épisode à haut voltage. Et ça, c'est des épisodes toujours bien le fun. Avant de vous en parler de l'épisode, je voulais vous parler de quelque chose dont je vous ai glissé le mot au dernier épisode. Mais je l'ai fait un peu rapidement. J'ai enregistré ça d'une chambre d'hôtel à Gatineau. J'entendais les voisins forniquer. Bon, les murs sont... C'était difficile de se concentrer. Je voulais pas faire de bruit. Il était rendu tard après le show. Donc, j'en avais parlé, mais je vous en reparle en bonne et due forme aujourd'hui. Producer Tom et moi, on a une nouvelle idée qu'on veut tester avec vous. Pour les 6 prochains mois, un nouveau concept. Le mot concept, on l'utilise pas assez. C'est un pitch. Et donc, ça va comme suit. C'est à chaque dernier vendredi du mois, à partir de février, là, ce mois-ci, à chaque dernier vendredi du mois, on va faire tirer comment on dit ça? Un package parmi nos Patreons. Et à chaque mois, dans chaque package, il va y avoir la mission Forsberg inclus d'une valeur de 50$, plus de 15 heures de matériel original enregistré en Suède. Et il va y avoir après ça un autre prix qui va varier à chaque mois, que ce soit du gear, que ce soit un objet de collection unique signé, que ce soit des billets de game, peu importe ce que ça va être toujours quelque chose d'absolument nice, avec, comme je dis, impliquant toujours la mission Forsberg. Et donc d'une valeur variable, mais vraiment jamais plate. Et ça va être à chaque dernier vendredi du mois. Et ça va être parmi qui? Parmi nos membres Patreon. Donc, ce qu'on appelle des patrons, P-A-T-R-O-N-S, sur Patreon, qui est patreon.com/dreadsultape. Donc, les gens qui sont membres Patreon, qui donnent 2$ par mois. Et donc, à date, on a une 60aine de membres. Donc, vous avez vraiment des excellentes chances de gagner. Donc, dans le fond, c'est simple. Vous devez simplement être membre Patreon depuis 2 mois. Donc, au total, 4$. Oui, je le sais, c'est burlesque comme montant. Mais c'est ça. Donc, ceux qui sont déjà membres, vous êtes éligibles, par exemple, pour le mois de février. Plus vous êtes membre rapidement, plus vous avez des chances. Je pense pour le même prix à l'auto, tu as une chance sur 106 millions. Fait que là, vous avez une chance sur 60. Puis, donc voilà, donc allez faire un tour. On essaye ça. C'est quelque chose qu'on essaye. Producer Tom et moi, on est là. On donne la chance aux coureurs. Et par le courage, je veux dire des idées. Donc on essaye ça pour les 6 prochains mois. Alors, on fait tirer chaque dernier vendredi du mois quelque chose de nice. Et on parmi les membres Patreon. Donc, allez faire un tour. Patreon.com, patreon.com/dreadsultape en un mot. D-R-E-T-T-S-U-L-T-A-P-E. Le lien, évidemment, est sur nos médias sociaux, Instagram, le lien en bio, la fameuse phrase lien en bio. Et sinon, sur Facebook, pour les gens d'un certain âge. Donc, c'est ça. On essaie ça. Pendant 6 mois, on fait tirer un truc, dernier vendredi du mois. Check it out. Check it. Je viens de faire ce bruit-là. Un gars, l'autre jour, j'ai vu, le gars de mon secondaire, j'ai vu à l'épicerie. Hey, salut, ça va? Il fait, oh, arrête ça, toi. Fait que, les gens qui font des clins d'œil aussi, les adultes, arrêtez. C'est l'équivalent sonore d'un clin d'œil. C'est drôle avec des enfants, avec des adultes. Toute crédibilité est perdue. C'est très BS. Alors, donc voilà, allez faire un tour sur notre page Patreon et je vous jure que c'est des prix qu'on fait tirer, que c'est des prix que nous-mêmes on aimerait gagner. C'est pas des trucs plates. Donc, allez faire un tour, ceux qui ont toujours voulu, par exemple, avoir la mission Forsberg et d'autres trucs vraiment nice. Patreon.com/dreadsultape. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, enregistré au ZooFest 2018 à la Balustrade. Je tiens à remercier tous les gens qui se sont déplacés. À chaque fois, c'est tellement le fun non seulement de se rencontrer, mais d'avoir l'énergie et de filer ça avec... de faire un enregistrement devant le public. D'ailleurs, là, en disant ça, ça me rappelle... Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'année avec nos membres Patreon cette année? Oui, le party de Dreadsul Tape, on va faire un enregistrement devant les membres, enregistrement privé. Il va y avoir un encan avec des items signés. On va prendre une bière, on va jaser. Producer Tom va être là. Moi-même, un invité surprise dont je tais le nom pour le moment, mais dont vous ne serez pas déçus. Et donc, vous pourrez même vous poser vos questions à l'invité. Ça va vraiment être le fun. Et ça, c'est encore une fois, c'est pour les membres Patreon. Encore une fois, c'est 2$ par mois. En fond, c'est, tu sais, je veux dire,
c'est tant qu'à enregistrer, tant qu'à soutenir dans le fond un podcast que vous aimez, qui est direct sur le tape, on vous remercie en vous donnant la chance de remporter des prix. Mais au final, c'est juste une belle occasion pour les fans, pour les vrais fans de soutenir le podcast, si vous voulez que ça continue d'exister, tout ça. Donc, c'est à ça que ça sert le Patreon, c'est juste pour qu'on continue d'exister et de vous donner des podcasts. Voilà. Donc, bref, ça pour dire, enregistrement dans le public qui va avoir au party de fin d'année, pour les membres Patreons, mais aussi qu'on a fait ça cet été au ZooFest, et ça donne tout le temps des épisodes très survoltés, il y a beaucoup d'énergie, on l'a vu avec Pierre-Luc Dubois, Sam Breton, un ami personnel, un cabochon en chef que j'adore, qui est qui vient toujours, comme il dit lui-même, mettre un peu de sriracha dans la soupe, qui est l'épisode, il est très on, c'est un gros fan de hockey, tout ça. Donc, Elizer, ça a été un épisode un peu mouvementé parce que notre invité qui était booké pour cet épisode-là a dû se désiter à la dernière minute. Et quand je dis dernière minute, je parle genre le jour même, là, si je ne me trompe pas. Et là, c'était la panique. Il fallait absolument retrouver un invité et tout ça. Et là, je pêchais au filet. Et je tiens à remercier Kevin Raphaël qui m'a aidé justement à mettre le grappin sur Elizer, qui est un gars que j'avais rencontré l'année d'avant, je pense, à la Classic KR. Et la Farmers Game avec Kevin Raphaël. Alors, je viendrai faire un tour l'été prochain, c'est toujours au mois d'août, à Laval. Vous pouvez rencontrer des joueurs de la Ligue nationale avec les enfants, des signatures, tout ça, c'est bien le fun. Et donc, Elizer, j'ai contacté, je pense, le jour même. Hey, hier soir, on est au Monument national, tout ça, il a fait pas de trouble, gros. Vous allez voir, il roule CR. Fait qu'il est venu, c'était vraiment le fun. Puis, bon, là, la dernière fois, ce que je viens de dire, je sais qu'il y a un double sens sexuel. C'est ce que vous pensez? Oui, on l'a fait. Non, alors, donc c'est ça. Donc, merci à Kevin Raphaël du coup de pouce, ça a vraiment aidé. Ça a été un peu la panique avant ça. D'ailleurs, je ne veux pas me vanter de mon influence dans les médias québécois, mais non, mais c'est parce qu'en fait, ce que je veux vous raconter, c'est que ça, c'était en juillet, je le rappelle, 2018, et Elizer n'avait pas de contrat à ce moment-là. Son bon ami, Simon Després, avait un tryout avec le Rocket de Laval. Puis, après l'épisode, dans les semaines après, il y a eu un genre de petit effet de boule de neige qui était parti sur Internet par rapport à... ça s'appelait le mouvement quelque chose genre « Give Elizer a Chance », quelque chose comme ça, pour, en fait, que Marc Bergevin remarque la chose et qu'il donne un essai à Elizer pour le 15 canadien. Et ça a comme un peu quand même circulé sur les médias sociaux et sur Internet en général. Puis, en tout cas, je ne veux pas dire que ça a parti au podcast ce soir-là, mais je sais qu'il y avait des gens dans la salle, justement, qui étaient un peu reliés au blog dans les coulisses, tout ça. Puis c'est un peu, je pense, c'est genre DLC dans les coulisses qui a un peu parti cette affaire-là. Donc, en tout cas, je dis ça, je dis rien, mais en même temps, je dis tout. Non. Mais bref, ça pour dire, je veux pas dire qu'on est responsable, mais je sens que ça a comme un peu contribué, ou en tout cas, ça a peut-être été un point de départ à quelque part pour ça. Elizer, je ne peux pas dire évidemment, mais c'est quand même assez dur de faire la Ligue nationale. Finalement, il est encore en Europe cette année. Il a joué en KHL l'année précédente de l'épisode. Et là, il joue encore en Europe. Donc, je suis sa carrière quand même. Hein. Je le revois à chaque été. Puis, j'essaie de m'intéresser à distance. Cela dit, je vous laisse écouter l'épisode. Donc, ça s'est fait le 15 juillet 2018 à la balustrade du Monument national. C'était avec Sam Breton et Elizer Sherbatov. Drette sur le tape avec David Bocage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez accueillir votre animateur, David Bocage! Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yes, merci d'être ici en ce dimanche soir, j'en reviens pas. Plein de choses à dire avant de recevoir nos invités. Bon, je suis très excité ce soir pour le deuxième enregistrement live. Hein, c'est très rare qu'on fait ça. Merci d'être ici. On entend vraiment bien dehors. Merci d'être ici pour plein de raisons. Surtout qu'on a eu un changement de programme de dernière minute parce que Mario Pouliot, comme vous savez, a dû accepter. En fait, il a accepté une job de coach et de GM à Rouyn-Noranda. Et bon, à cause de la nouvelle destination, il a dû se désiter hier soir. C'était un petit peu la folie dans les dernières 24 heures. Heureusement, on a des invités incroyables ce soir qui sont là. Et je ne veux pas qu'on perde plus de temps et qu'on les accueille. Mais juste avant, je veux dire, parce que je l'oublie toujours, qu'à la fin, on va prendre les questions du public. C'est ça l'avantage. Vous êtes là ce soir, vous êtes déplacés. C'est incroyable. J'ai envie de pleurer. C'est ça, on est là. Alors, si vous avez des trucs pendant le podcast, des questions pour Elia, pas Elizer, ou pour Sam, prenez-les en note ou n'importe quoi, puis à la fin, on s'est mis un petit timer, on vous oublie pas. Alors, est-ce que c'est correct?
Vous êtes très disciplinés. Ça va changer bientôt. Alors, on va accueillir nos invités qui sont là. On ne perdra pas plus de temps. Le premier, c'est un humoriste. C'est un de mes meilleurs amis. Et le deuxième, il joue dans la KHL et il a une personnalité aussi fracassante que son coup de patin. J'ai nommé Sam Breton et Eliezer Sherbatov. Yes! Yes! Yes, sir! Allô? Sam! Deuxième podcast, même semaine. J'en reviens pas. Merci à Charles Pellerin d'avoir chié dans la pelle. Il doit être avec Mario sur son bateau. Tout ça, c'est encore mieux. Alors, merci, Dave. On a eu un super podcast avec Pierre-Luc lundi, puis on est allé même souper après. Tu avais encore les shakes. Ça, c'est incroyable. Oui, effectivement. J'avais un petit jizz. Ça a été dit. Alors, c'est pour ça qu'il est là. J'aime ça parce que moi, je n'ai pas de référent. Là, c'est beaucoup d'informations. Oui. Comment ça va, Eliezer? Ça va bien. Toi, tu es en plein summer training. Là. Ouais. Tu viens à Montréal? Je me prépare pour ma saison prochaine. Puis en passant, une chance que j'ai remplacé Mario Pouliot parce que ça n'aurait pas été un Zoo Fest, ça aurait été un Sleep Fest. Ah oui? Sleep Fest? Il n'est pas intéressant, Mario? Non. Ça a été dit. Non, je mets ça de côté. Parce que c'était mon entraîneur junior majeur à Bécomo, il fallait que je me laisse aller un peu. T'as des souvenirs impérissables? Très mauvais souvenir. Je l'ai repris. Il était juste pas intéressant ou c'était aussi un mauvais entraîneur? Je vais dire pas intéressant. Je vais pas trop en dire en ce moment. Ça s'est réglé tellement vite dans le podcast, même pas une minute, puis c'était réglé. Hey, il fallait... C'était à l'intérieur de moi depuis 8 ans. Ouais. J'attendais ce moment-là. T'as accepté juste pour ça. Ben oui. T'aurais pu t'en aller dans la MRS, mais... Je disais, c'est un signe de Dieu que... Oui, c'est ça. Quand t'as vu mon truc, t'as dû faire... Ben oui. Le karma. Incroyable. Il y a beaucoup d'informations à dire sur toi, beaucoup d'affaires à discuter, puis je vais mettre en contexte les gens qui... Par applaudissement, qui connaît Eliezer? Par applaudissement? OK. Moi, je me connais. C'est quoi ta blonde qui a applaudi? Non, mais c'est... il y a plein d'informations, vraiment. Il y a un parcours vraiment unique, vraiment cool. Commencer par le début, parce que c'est assez spécial. Toi, en ce moment, tu joues dans la KHL, il joue dans la Ligue russe, la meilleure Ligue russe, qui est considérée comme la deuxième meilleure ligue au monde, quand même. Et Eliezer est né en Israël, d'une mère russe, et il a été élevé à Montréal, et il joue en Russie. Il y a beaucoup d'informations à plein de niveaux. Tu vas mélanger, là. Oui, c'est ça. Tu parles combien de langues? 3 langues. Je parle, je lis et... je parle, je lis. Et j'écris. c'est ça que ça fait quand t'as 3 langues dans la tête. Des fois, t'oublies tout. C'est ça. Je parle, je lis, j'écris en russe, français et anglais. J'ai 3 nationalités. J'ai mon passeport israélien, russe et canadien. Ma mère est née à Moscou. Mon père est né au Daghestan. C'est où le Daghestan, c'est... On va dire, c'est le côté... T'as soupiré en répondant. C'est une réponse qui vaut même pas la peine. Non. C'est le sud de la Russie, okay. Où les montagnes. Puis nous, on est une famille juive. Ma mère, c'était une juive de Moscou. Puis mon père, c'est un juif du Daghestan, qu'on les appelle les Mountain Jews. T'as dit ça sans rire, puis ça, c'est tout à ton honneur. C'est juste qu'en anglais, ça sonne comme ça. Puis, comme une chèvre des bois, mais des juifs. C'est ça que c'est ça. Mais c'est ça que tu sais ce qu'on dit tu sais qu'on dit à propos des juifs? Non. Tu sais pourquoi on a des gros nez? Non. Parce que le vent, il est gratuit. Elle mauvaise. Tu l'as auto-calé, toi. T'as jamais vu quelqu'un d'aussi... Mais moi, j'ai le droit de le dire, j'ai un gros nez, ça. J'en ai respiré de l'air. Moi, les gens avec des gros nez, partout dans le monde, partout. Dans tous les pays, je rentre, je respire. Est-ce que toi, c'est celle-là que tu te l'as fait dire souvent? C'est pour ça que tu l'as pris, cette joke-là? Ou tu te l'as fait dire? Non. C'est vraiment de ton... Non, c'est un juif qui me l'a dit. OK. Un de mes meilleurs amis juifs qui me l'a dit. Vous refilez entre vous, les Ben oui, parce que c'est pas un stéréotype, là, c'est vrai. Là. Les nez, ça, tu veux dire? Non, l'argent, les juifs. Puis... Le rapport à l'argent? Ouais. Est-ce que tes parents sont comme ça, dans le sens que le rapport... Non, OK. On est rendu vraiment dans une discussion de juifs. Là. On peut changer de sujet en tabarnak aussi. Là. Hey, on part de loin. C'est la première fois que je fais un podcast. Ça se passe très bien. Ouais, la relation de l'argent. C'est ça. Ma famille, on est une famille qui vraiment... On est soudés. Ouais.
Puis on est arrivé à Montréal. On a immigré de l'Israël à Montréal avec 25 $ dans les poches. Mes parents travaillaient pour qu'on soit nourris. Mes parents, souvent, ils se nourrissaient pas parce qu'il y avait vraiment pas d'argent. Puis il fallait vraiment être soudés ensemble. Puis c'est là qu'on a bâti on a bâti quelque chose de bien pour notre famille. Oui, bien, plus que bien, en fait. Puis tes parents, on va en parler parce que ta mère, en fait, est connue du monde du hockey. Ta mère, son nom, c'est Anna Sherbatov. Anna Sherbatov, qui a eu partie à une académie qui s'appelle L'Académie Sherbatov. Ma Ouais. mère, c'est une entraîneuse de patin, le Power Skating. de power skating. Elle entraîne les joueurs de hockey de jeune âge jusqu'à professionnel. Ouais. Elle entraîne moi, Anthony Duclair, Simon Després, Lars Eller, Ouais. puis Anne Puis Enoff. plusieurs autres. Ouais, puis plusieurs autres. On a aussi une école d'arts martiaux mix, le Sherbatov MMA. Oui. C'est un centre de 12 000 pieds carrés. On a tous les boxeurs professionnels. David Lemieux qui s'entraîne chez nous, Eldar Alvarez qui s'entraîne chez nous. C'est bon. Fait que maintenant, Ouais. tes parents mangent maintenant. Là. Oh, Là, d'après ce que je comprends, je fais ouais, des c'est déductions. Là, ça doit mieux aller à ce C'est ça, moment-là. c'est passé où mon père travaillait dans une pizzeria. Il a fini l'université à Moscou comme ingénieur, mais quand tu arrives à Montréal, tu n'as pas de langue, tu parles ni français ni l'anglais. Ouais. Tes études valent rien quand tu arrives au Canada. Il fallait recommencer à zéro. Puis mon père a donné... Ma mère, c'est une championne de patinage artistique en Russie. Puis mon père a dit, bon, on va t'envoyer dans le patinage artistique. Puis quand j'ai commencé à jouer au hockey, ma mère a dit, ben entraîne-les. Puis ça a commencé de là. Y a-t-il une raison pourquoi tes parents ont choisi le Canada? Non, mais dans le sens que, tu sais, parce que vous n'êtes pas parti de la Russie au Canada, vous êtes passé par Israël. Ouais. C'est quand même un détour peu commun. Oui, c'est juste... en Russie, c'était un temps très difficile dans les années 80-90. Ouais. Si vous le savez, l'Union soviétique, la mafia, le communisme, c'était tout reconstruction. Pourquoi Israël? Ben, à cause de la communauté juive. Oui, à cause qu'on est juif, puis on nous a donné un pays. On n'avait pas un pays avant. Puis là, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu... Ouais, c'est un sujet très vaste et très ouais, complexe. c'est ça, encore aujourd'hui. on va pas aller là. Le conflit israélo-palestinien, on Ouais, n'ira c'est pas là ça, aujourd'hui, c'est non? Ouais, palestinien. On va venir à Mario qui mange la marde, tabarnak. Non, mais parce que quand même, c'est une question qui me passait par la tête tantôt. Comment étaient perçus les Juifs en Russie? Bien. Bien. C'était pas un problème. En Russie, c'était bien. Mon arrière-grand-père, j'ai beaucoup de familles qui ont été morts dans le génocide, puis j'ai beaucoup de familles qui se sont battues pour la Russie contre les nazis. En fait, on t'a rendu à pourquoi, en fait, ils sont passés... C'est ça. Ils sont allés à Israël. C'est un temps difficile pour... Après la chute du mur. Ouais, pour mes parents. Mes deux frères sont nés à Moscou. Puis mon père était dans une business de transport. Puis un jour, il y avait de la mafia qui sont venus cogner à la porte. Puis ma mère a ouvert la porte avec mes deux frères. Puis c'est une peur. Là-bas, surtout dans le temps, il y a pas de règlement. C'est la corruption, puis c'est la mafia qui gérait tout. Puis après ça, mon père a fait... OK, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est où je garde ma business, puis je deviens oligarque, puis je continue là-dedans, où j'ai ma famille, où ce que je dois protéger ma famille. On va immigrer ailleurs, puis on va encore recommencer à zéro. Puis mon père a pris ma famille, puis on a immigré en Israël. L'Israël nous a accueillis à cause qu'on était juifs. Puis de là, on a recommencé à zéro. Puis mon père, c'était un grand fan des Canadiens de Montréal. C'est ça, en fait, le point de départ. Grand fan des Canadiens. Vous me demandez comment du Daghestan, ils connaissaient le hockey. Ben oui, comment ça? Des montagnes. Ouais, c'est ça. Pognait le poste. Non, pas de poste, des antennes. Comment il a connu le Canadien? Je sais pas. J'ai jamais demandé. Es-tu encore en vie? Ton père est encore en vie? Ouais. Faut pas que tu Non, le mon demandes. père. Parce que ton père, c'était qui son joueur préféré? Ouais, Guy Lafleur. Guy Lafleur. Ouais, mon père, il voulait toujours que je joue comme le numéro 10 des Canadiens, c'était Guy Lafleur. Puis on a immigré aux douanes. C'est Comme quoi, Guy vous, Lafleur? vous me connaissez pas,
c'est une drôle d'histoire. Aux douanes, on était en Israël, puis le douanier dit, mais pourquoi vous voulez aller à Montréal? Pourquoi vous voulez aller au Canada? On va dire, moi, je veux que mon petit gars, puis moi, j'étais né, j'avais 2 ans, d'Israël, il dit, moi, je veux que lui joue comme le numéro 10 des Canadiens. Le gars de Montréal, il dit, mais moi, on donc. Vous? La fouille complète. C'est presque ça. Non, mais non, le douanier, comme mon père m'expliquait, il nous a dit où aller, il nous a vraiment aidés, puis il nous a dit d'immigrer à la ville La Salle. J'habitais sur la rue Tremblay. Airley Tremblay, en tout cas. Ça va, t'es en train de faire un Early. Fait à fond, t'es en train de donner tous les trucs. Comment rentrer au Canada, prendre les émotions. Ben oui. Ah, okay. Mais mon père est juif. On s'adapte. Smart. Non. Mais non, c'est une vraie histoire. Ton père, t'as-tu demandé longtemps de jouer comme Guy Lafleur? Oui, vous vrai? J'ai pas compris ta question. T'as pas compris? Carl, tu réponds qu'on voit rien, tabarnak. Mario! Il parle jamais. Non, mais C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de dents. C'est mes dents. Est-ce que ton père... Ça, c'est bon? Ouais. Est-ce que Pas besoin d'être insultant non plus, Sam. Là. Lui, il vient gentiment, là, puis... Ça fait 15 ans que je fais de l'art martiaux mix. Ouais, mais moi, en tout cas... Bon. Ton père, là, la question, c'est d'accord liste devant. Ton père, tu disais, je veux que mon gars joue comme le numéro 10 du Canadien. Ouais. À quel âge ton père a arrêté de te dire ça? Y a-tu un moment donné qui a décroché? Il a comme vu que t'avais ton propre talent, là? Ou ben non, t'as comme gossé avec ça jusqu'à Non, 15 ans? c'était vraiment... C'était une histoire de début, là. OK, il n'y a pas de pression liée à ça. Non. OK. Mais, bon, pression. Il me donnait des coups de pied sur le cul à tous les fois. Ouais, ça, Non, c'est mais la pression. vous devez comprendre, des parents russes, c'est très... Ouais. Russes. Sont russes. Oh, Ivan Drago, I must break you. C'est pas une joke. Non, c'est pas une joke. C'est vrai. Mais sauf que lui, il était plus foncé, plus balsamé. Il ressemblait pas vraiment à un russe typique. Là, il ressemble à un Italien, mais un Casanova. Les gens ne comprennent pas. Juif des montagnes, c'est comme C'est ça. Mais il m'en donnait des coups de pied dans le cul, ça, je me souviens. Ça. Pas que je scorais pas, c'est quand je travaillais pas fort. J'entrais à la maison, puis on avait une petite allée, OK, dans notre... J'ai peur. Dark alley. Ouais. So, qu'est-ce qu'il il se plaçait au bout de l'allée. Ben ouais, OK? Au bout de l'allée. Moi, je me retournais, donnais un coup de pied dans le cul. Je devais faire un sprint. 15 mètres. Non, 10 mètres. 10 mètres l'allée. Je revenais en sprint. Je me replaçais, coup de pied dans le cul. Ça une dizaine de fois. Là. OK. Hey, je scorais début après ça. Fait que c'était comme... tu savais qu'est-ce que t'avais à faire, là. Ah, ouais, c'est des sprints. Regarde, je le remercie. Je le remercie de m'avoir montré. Pas parce que je scorais pas au début, c'est quand tu travaillais pas. quand j'étais cocky, quand je travaillais pas, il me disciplinait, je pense, de la bonne manière. Oui, c'est des coups de pied dans le cul. Ben, littéralement. Il n'y a aucune métaphore, c'est vrai. Non, Il te kickait les c'est fesses. pas... c'est pas... Tu bats pas il me battait pas. Une coup de pied dans le cul, c'est... Regarde, tu vois, si tu veux jouer au hockey, travaille fort. T'as une équipe que tu dois t'occuper. Comme c'est une famille, une équipe de hockey. So. Tu vas pas là juste pour t'amuser. Ben, pas pour t'amuser, mais tu vas pas juste là pour... Les jeunes, pas de plaisir. Non, regarde. C'est-tu quelque chose? Vous le savez que mon français est pas super. So. Come on, guys. Mais non, mais ça, Give me a break. Non, mais il t'a donné tellement de coups à la tête, ça te fait tout. Non, c'est pas vrai. Non, mais est-ce que des fois tu pleurais? T'étais quand même pas assez too much. T'avais quel âge, ouais, par rapport à la question de Dave? Là, t'avais quel âge à ce moment-là? 3-4 ans, j'imagine? Non, j'ai commencé à patiner à l'âge de 6 ans. OK. Ouais, 6 ans. Ma mère a commencé à m'entraîner. À te botter les noix? Non. Elle était à l'autre bout de l'allée, elle. C'est ça, ouais. Non, mais ce que j'aime, c'est que ma mère était sur la glace, puis elle était... Sur la glace, c'était vraiment méchante avec moi. Puis elle me faisait travailler, mais hors glace, c'était la maman la plus gentille. 5 pieds 1. C'est pas beau, on est toute Une petite maman. Ouais, une petite maman. Mais sur la glace, regarde, les gars, 6 pieds 4, Simon Després, bam! Pas de pitié. Mais t'avais pas de break, c'est ça, là, parce qu'à la maison, ta mère était fine, mais ton père était agressif. Ouais, c'est ça. T'avais pas de break. Ça se connaît. Jamais j'étais correct. Est-ce que tu referais ça, admettons qu'un jour, t'as comme une petite fille ou un petit gars qui joue au hockey, là? C'est-tu une méthode que t'en referais aujourd'hui, là? Une coupe de coupés dans le cul. Ouais? Ouais, ben oui. Pas de trouble. Il n'y a pas de DPJ dans la salle, il n'y a pas de problème. Je remercie mon père qui m'a vraiment montré que faut n'importe quoi que tu fais, faut que tu travailles fort.
Quand tu fais quelque chose, fais-les pas à moitié. Fais-les au complet. Si tu veux vraiment réussir, si tu veux être comme les autres, OK, vas-y, joue comme tout le monde, puis travaille pas fort. Mais si tu veux travailler fort, puis tu veux réussir, puis tu veux devenir quelqu'un, faut que tu travailles plus fort que l'autre. Surtout moi, je fais 5 pieds 7, guys. Je suis pas... 5 pieds 7? Ouais, je suis pas grand. Fait que fallait que tu travailles sur ta vitesse puis ces autres affaires-là. Quand fait que j'ai ma mère, puis j'ai mes entraînements, puis je prends ma carrière au sérieux. Quand tu allais chez des autres amis, là, quand tu faisais des amis à l'école, tu allais chez eux, là, des Québécois, tout ça, t'étais-tu comme... C'est soft, leurs parents sont soft, je trouve. Ouais, non, c'est très... T'étais-tu comme, tu vois la différence? Ouais. Il y avait des jeunes qui faisaient la loi là, dans les maisons. Mais des enfants, ouais. Ouais. T'es comme moi, j'étais enfant puis je le prenais pas. Je te sens. Je regardais le jeune. Voyons non. Respecte ta mère. Mais ta mère, on va en parler parce que c'est un personnage. Lâche ma mère. Non, mais attends, on a beaucoup d'affaires à dire avec ta mère parce que ta mère, c'est une personnalité publique, ta mère. Ouais. Tu pourrais avoir une entrevue TVA Sport là, bientôt, cette semaine. Ben, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus de features sur elle. Elle a vraiment une histoire assez. Genre, encore plus intense. Elle, toi, t'es né en Israël, mais elle, ça remonte justement à la Russie puis tout le voyage. Mais son académie, moi, je connais des gens Charles Pellerin, qu'on a parlé tantôt, qui ont remercié de ne pas être ici à soir. Merci encore, Charles. Charles Pellerin, il jouait à la classique Kier l'année passée, parce que Eliza joue aussi à la classique Kevin Raphaël, comme nous deux. Bon, pas au même niveau, mais on joue tout là. C'est pas filmé, c'est parfait. D'ailleurs, tu as dit à Kevin Raphaël en ondes qu'il serait mieux de juste animer sa classique au lieu de jouer. Puis il l'avait bien pris, je pense. Y a-tu quelqu'un qui l'a vu, celle-là? Non? Y a-tu des qui ont vu Eliza au Kevin Raphaël Show? Oui. Et moi, je disais à Kevin, personne ne la regarde ton show, merci, n'est-ce pas vrai? Non, fait des blagues, mais bref, on joue là, puis qu'est-ce qu'on va dire avec ça? Ah oui, Charles Pellerin joue là aussi. Charles Pellerin, plus jeune, a fait des cours de power skating avec ta mère. Et il disait que ta mère, c'était exactement ce que tu t'attends d'une madame russe, de coach de power skating. Elle était extrêmement intense à la glace, même si c'est des enfants de ça, mais pas intense, méchant, intense, elle était en contrôle, puis elle allait chercher le meilleur. Et il disait justement, elle avait appris son français, là, ta mère est rendue adulte là, quand elle est arrivée ici. Fait qu'il dit, il y a des mots, c'était pas vraiment du français, mais c'était des mots-clés. Comme, mettons, pour dire « plie tes genoux », parce que, mettons, avec « plie tes genoux » pour que tu passes mieux, elle disait genre « lis-nous ». Lis-nous! Genre, c'est les genoux, faut te plier. Puis, tu sais, Slow, puis un moment donné, elle disait, Charles m'a raconté qu'elle disait « répète après moi, gauche, droite, gauche », puis lui, il criait « gauche, droite, gauche », puis elle était comme « non, l'action, tout le tour de glace! » Hey, bref, il y a quand même un bon patin, Charles. C'est ça la morale, c'est là que je voulais en venir. Et juste avant de m'en venir, cet après-midi, juste après que tu aies confirmé, j'avais une game de hockey, puis dans la chambre, il y avait des messieurs, puis il y en a un qui dit « moi, mon fils, il a fait du power skating avec Anna Sherbatov. » Puis il dit « quand les gens arrivent en retard à la pratique, le kid fait des push-ups, et ta mère apprend le parent, puis elle dit « toi aussi! » Et le père, c'est même pas une blague. Fait aussi des push-ups. T'as amené ton gars en retard, wake up! Puis pas de tape rose. C'est moi qui ai payé. Pas de tape rose. C'est ça, ouais. Pas de tape Ça, c'est une rose, autre pas règle. de lacet rose. Une féministe, non? Ouais, c'est ça. Le cancer, encore. T'en as plus de tonton, ah ouais! C'est drôle. Le plus drôle, c'est que, tu sais, on est russe, puis des fois, elle sacre en québécois, puis c'est l'affaire la plus drôle quand même, ça. Tabarnak! On dirait... Tu le droit de le sacrer? Ben oui, c'est un podcast. OK. Oh, ouais. C'est drôle parce que ta mère... C'était un peu trop tard. Non, le podcast... C'est ça, on n'a pas de règles, nous, on n'est pas à TVA Sport, on fait ce qu'on veut. Mais non, c'est ça, c'est drôle parce que ta mère, elle sonne exactement comme un personnage de Tintin sous. Comme hyper. Elle était incroyable, Oui, vas-y. Si je peux rajouter sur elle, c'est que ma mère, il y a une chose que, oui, elle est intense. Pourquoi... je sais pas comment vous allez le prendre, comment ça va sonner. Nous, on bâtit un empire. Le nom Sherbatov, on essaie de bâtir un empire à travers notre knowledge. Comment on dit en français? Notre connaissance pour le donner aux jeunes. Puis pourquoi les gens reviennent? Pourquoi on a construit notre centre d'arts martiaux mixtes? Pourquoi on a les meilleurs boxeurs, les meilleurs combattants à Montréal qui viennent? Ou juste monsieur, madame, tout le monde? Pourquoi notre école de hockey marche? On vient juste d'ouvrir une deuxième école d'arts martiaux.
à Montréal sur Mile End. C'est quelque chose qu'on est très fiers. On bâtit une franchise. Mais pourquoi ça marche? C'est parce qu'on se donne complètement. On veut que les jeunes apprennent. Ma mère, une fois, elle essaie d'apprendre à un jeune, puis elle veut absolument, elle rentre à la maison, elle me regarde, puis elle pleure. Parce qu'elle veut que le jeune... Mère, elle n'est pas jeune, là. C'est un peu complètement... Un peu, S'en fout. Ouais. Mais elle revient, puis elle a de la rage parce qu'elle veut absolument que le jeune apprenne. Tu vois, dans n'importe quelle école de hockey, les entraîneurs, ils montrent, mais ils corrigent pas. Ça dérange pas. Ils prennent l'argent, puis ça dérange plus. Mais elle se donne complètement à fond pour le jeune. Que ce soit notre école de hockey, que ce soit notre centre d'arts martiaux mix. C'est pour ça que ça marche. Puis je suis très fier de ma mère. Ce qu'elle fait, c'est une petite madame, elle n'est pas jeune. En passant, c'est une grand-mère. C'est une grand-maman de 3. Mon frère a 3 enfants. Elle fait comme 4 pieds 10. Saint-Pierre, je viens juste de le dire. Moi, je coach Charles Pellerin. C'est que... Puis je suis extrêmement fier d'elle. Puis elle est impliquée émotivement. Émotivement, que ce soit mes frères, moi, ma mère, mon père. Toujours impliqué pour que le jeune apprenne, pour que les gens apprennent. De notre savoir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Mais à date, les gens reviennent. C'est des bons résultats. Puis c'est grâce à ma mère que j'ai percé dans la KHL, enfin. Enfin, ça m'a pris 6 ans à travers l'Israël, à travers la France, à travers le Kazakhstan, 4 ans. Guys, j'étais 4 ans au Kazakhstan, puis dans la deuxième capitale la plus froide au monde. Et il faut, là. Il faut. Je vais vous le dire, 10 000 $ par année. 10 000 $, je revenais avec 0. C'est parce que je voulais percer, je voulais me donner à fond. J'ai 2 écoles. J'ai 2 écoles. L'argent, c'est pas ça le problème. Moi, je veux percer, je veux me donner à fond. Je veux réussir. Je veux dire à ma mère, j'ai dit, Maman, j'ai réussi. Ton travail acharné que tu as fait à travers les années, ça a marché. T'es bonne, Maman. C'est pour ça que c'était... je pense que ça mérite un bel applaudissement quand même. Clairement, ça a fonctionné. C'est quelque chose qu'on peut dire, parce que je t'écoute parler là, puis tantôt dans la loge. Clairement, tu as transmis cette passion-là, parce que quand tu parles, on le voit dans tes yeux. C'est comme, moi, je vais y arriver, tabarnak. Tu sais, dans le sens qu'on sent la hargne, ça, je trouve que c'est bien beau. Tu as le couteau dans les dents, puis j'avais pas ça. Mais c'est parce que c'était vraiment c'était un big deal. Couteau dans les dents, ça. On va t'expliquer ça l'autre fois, là. Laissez pas parler. C'est vraiment pour les gens. Au montage, je suis coupé. On m'entend pas au montage. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai apprécié ce que tu as dit. C'est bien fait, merci. Au montage, on est juste 2 à la fin. Moi et David. Des gros Sleep Fest. Moi, je suis Mario Pouliot, Sleep Fest. C'est pour ça que c'était autant un big deal que jouer dans KHL pour toi. Ouais. C'était vraiment... Toi, quand tu étais jeune, ton objectif, c'était de jouer dans la Ligue russe. Ça, tu l'avais dit quand tu étais jeune. Oui, j'ai toujours voulu, pour moi, les joueurs russes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Fedorov, Larionov, Kozlov, le gros trio, puis c'est quand ils jouent dans Russian Five. Ouais, puis dans les années 72, on me rencontrait, mon père, mon grand-père. Puis mon grand-père était un grand fan de hockey, Sergei Sherbatov. Un grand fan de hockey. Lui, il avait le cancer. Il avait 3 cancers, puis il venait me voir jouer à Ville-la-Salle durant les matchs. Fait que lui, il est venu vous rejoindre au Canada après? Ouais, lui, tout le monde a immigré. Ma cousine, okay, la sœur, ils sont venus par après. La sœur à mon père, ils sont tous venus. Puis, ouais, lui, il venait, puis lui, il était grand fan, puis il disait Kozlov, Larionov, puis Fedorov. C'était ça de l'inspiration. C'est pour ça que toi, ton objectif, c'était de jouer dans KHL. Puis c'est pour ça que cette année, c'était la première année où tu jouais, fait que c'était vraiment un big deal. C'est un gros deal. KHL, NHL, c'était deux choses. Puis moi, je regardais Montréal. C'est sûr que c'était quelque chose que je voulais tout le temps. Puis là, je suis devenu... une chose que je suis extrêmement fier, j'ai fait l'histoire en devenant le premier Israélien dans l'histoire de la KHL. C'était quelque chose que je voulais faire. Puis j'ai réussi. C'était un objectif. Hein. Puis maintenant, c'est tellement proche, la KHL et la NHL, je peux devenir le premier Israélien dans la NHL. C'est-tu le prochain objectif? C'est le prochain objectif. Oui, c'est loin. Oui, c'est quelque chose... Les gens disaient que tu pourrais même pas jouer en France, dans la 2e ligue. Tu pourrais même pas jouer au Kazakhstan. J'ai signé au Kazakhstan, on me montrait les forums, puis ça disait...
on n'a pas besoin d'Israéliens dans notre ligue. On n'a pas assez de Russes. Et le gars joue avec des chameaux puis sur le sable. C'est ça qui était écrit. Ah, non, ben, C'est pas trop de préjugés, puis c'est le fun. Ouais, c'est ça. vraiment, c'était grave. Il fallait que je me prouve là-bas 4 ans. So, fallait que je me prouve dans KHL que j'étais capable. Là, j'ai réussi, j'ai prouvé que j'ai été capable. Mais maintenant, la NHL, c'est très proche. Là. Je joue avec les gars, je m'entraîne avec les gars, puis ils sont pareils. C'est très fort, la KHL. C'est très, très fort. Ils sont pareils. En tant que talent, c'est pareil. Puis maintenant, l'objectif, c'est sûr, c'est la NHL. Puis c'est une possibilité. Maintenant, mon grand ami Simon Després fait un try-out avec les Canadiens. Puis là, on a joué ensemble dans KHL cette année. Ça fait 1 an qu'il s'entraîne au Sherbatov avec moi. Puis je suis vraiment fier de lui. Puis là, on essaie de faire en sorte que moi, je rentre pour le camp de Montréal. Si je ne signe pas dans KHL d'ici 2 semaines, on a un try-out pour les Canadiens. So, c'est quelque chose... une chose que je dis, il y a un proverbe que je dis. Un proverbe, oui. Genre une citation. Une citation. Vise la lune, tu peux atterrir sur les nuages. Vise les nuages, tu pourrais peut-être même pas décoller de la terre. So, vise tout le temps plus loin. Ouais. Ça sert à quoi de viser là? Mais Tu vas jamais atteindre. Tu vas jamais aller plus loin si tu vises juste là. Ouais. Puis, en ce moment, parce que là, Simon Després, il était parti dans KHL, il a joué une saison. Vous jouez dans la même équipe? Ouais, dans la même Vous équipe. avez le même agent? Même agent, puis on habite ensemble maintenant. Ah ouais? On Ça habite va loin, ensemble votre là-bas. affaire. So, on est vraiment devenus amis. Mais lui, on se connaissait depuis l'âge de 8 ans. Il mangeait du borsch chez moi. Ma grand-mère lui... c'est même pas une blague. Regarde. À 9 ans, il mangeait du borsch. Ma grand-mère lui préparait du borsch, lui parlait en russe. C'est bon. Quand tu dis du boche, là, tu veux dire dans le fond. Une soupe russe. Une soupe. Oui, c'est ça. C'est pour les gens qui ne savaient pas. Là. Un borsch. OK, désolé. Ils n'ont pas une botche de cigarettes. Des bonnes tops. Non, dis-les. Borsch. Boche. Ouais, c'est bon. Hey, Merci. Tu russe? Ouais, un peu. Ouais, Ben, j'ai un gros nez, là. J'essaie de la rechercher des racines dans ta famille. C'est 2 choses différentes. Ouais, mais à quelque part, ça se rejoint. Mais c'est vrai que t'as un gros nez, hein? Oui, T'en avais tiré de l'air. je t'accorde. Je pense même que je te bats. Mais toi, sur la fin, moi, sur la base, j'ai une plus grosse base que toi. Mais sur la finition, tu me bats. Ouais, je te bats. Ouais. Puis au hockey, tu m'en calls les scènes. Ça, c'est réglé. Mais parce qu'il faut que tu voyages, il faut que tu sortes du Québec un peu. Du quoi? Pour que ça grossisse, il faut que tu sortes du Québec un peu. OK. Ah, ben. Va chier du Vancouver. Va chier de Vancouver, Toronto. Ouais, parfait. Ouais, Ben, je te tiens à l'affût de ça. OK. Le mois d'août, je m'en vais à Vancouver. De quoi on parle? Dérange-tu, les gars? De quoi on parlait? De nez. Moi, c'est ça. OK, non. OK, so, l'histoire... Oui, Simon, on parlait de Bosch. On parlait de Bosch. À 8-9 ans, ma grand-mère lui parlait du borsch. Elle lui parlait en russe. 18 ans après, ça se fait... Ouais, 18 ans après, maintenant, ma grand-mère lui prépare du borsch, puis il lui parle en russe. Il comprend toujours rien. Après 18 ans. C'est juste... C'est drôle comment une amitié peut se garder. Puis, Et t'as quel âge, là, en ce moment? 26. 26. Puis pour toi, c'était-tu important d'aller en premier dans la KHL, puis un jour penser à la LNH? Oui, c'était... oui, à cause de Mario Pouliot qui a fait en sorte que je déteste le hockey. J'ai décidé de pas continuer dans les ligues nord-américaines. J'ai pas aimé mon expérience. Je me suis dit, bon, c'est où j'arrête, ou je me donne une chance, puis je m'en vais à travers l'Europe pour percer dans la KHL. C'est qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Tu dis que tu as trouvé ça rough. C'est quoi le plus dur au niveau nord-américain, quand même, pour te dire, je vais m'en aller en Europe? C'est quand même un gros choix que tu as fait. Là. Je trouve qu'il essaie de changer les joueurs. OK. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont... Mais je parlais dans les coulisses. Des coulisses, ça? Oui, c'est des coulisses. Ouais. Ça va bien. Il essaie de changer les joueurs. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont pas prêts. Puis quand tu es un entraîneur, tu es supposé être un psychologue. Tu peux pas entraîner tout le monde de la même façon. Puis j'ai juste pas aimé mon expérience. En plus, il y a quelqu'un qui t'a appris ça, c'est ta mère. Que tu peux pas, tu sais, comme un peu tu disais tantôt, le petit gars ou l'homme qui vient s'entraîner, elle les prend comme un dossier à la fois. C'est sûr que c'est pas quelque chose à laquelle tu adhérais, j'imagine. Là? Non, puis c'est juste dommage. Puis il essayait vraiment de me changer comme joueur. J'étais un joueur rapide.
qui faisait début. C'est ça. Midget 3, j'avais fini dans le meilleur pointeur de la ligue. On a gagné la Coupe Jimmy Ferrari. Ça a été super. Là, j'arrive là, on me charge un gars de 4e trio. C'est comme, guys, Sherbatov, là. Je connais pas beaucoup de Sherbatov comme 4e trio, grinder, là. C'est ça qu'il faut être rapide. Non, mais c'est juste une façon de parler que il essayait de me changer à place de m'encadrer puis de m'utiliser de la bonne manière. De faire évoluer ta personne. C'est ça. Évoluer le joueur que je suis. Puis, c'était pas facile. C'était pas facile. Tu as joué junior majeur au Québec quand même. Tu as joué. Junior de Montréal, puis. Bécomo. Ça a super bien été, junior de Montréal, première année. Tu jouais-tu avec Louis Leblanc? Ouais, la deuxième année. Deuxième année, ouais, Louis Leblanc. Mais tu vois, Louis Leblanc, j'ai fait pas mal le parcours. Pas mal le même parcours. Il a été joué pour l'équipe slovane. Ouais. Mais c'est pas le même parcours. C'est ça, il a pas vraiment. Il était un petit peu NHL, puis après. C'est ça, il a été là-bas, mais ça n'a pas marché. Mais. Il était à Harvard. Vous avez le même parcours, dans le fond. Non, c'est vraiment pas. Mais je veux dire que j'ai été par la même équipe. Dans la même équipe. So, pour moi, c'était comme une mini fierté dans le sens de dire faire quelque chose que lui, comme il n'a pas été capable. Je dis, bon, je suis pas si mauvais que ça. Ouais, ben tu joues encore. Lui, il a décidé de prendre une autre voie. Mais c'est un maudit bon joueur, Louis Leblanc. Je joue avec puis contre depuis. Encore aujourd'hui? Non, depuis jeune âge. Oui, c'est parce ça, que c'est ça. c'est un gars de Y a-t-il des choses qui te font peur à 26 ans quand même avec la Ligue, comme la réalité d'aujourd'hui? Des fois, tu te dis, j'ai 26 ans, ça m'aide vraiment pas pour un jour aspirer à la LNH, ou au contraire, tu te dis, t'es target pour rentrer là dès l'an prochain, exemple, ou dans 2 ans. C'est quelque chose qui te stresse ou au contraire? Non. J'ai vraiment dédié ma vie à essayer de percer, à essayer de faire de quoi de ma vie. Puis je suis prêt, je suis dans le meilleur shape de ma vie sur la glace, que ce soit hors glace. Vous n'allez pas me voir dans des bars, vous n'allez pas me voir dans des clubs. Je suis matin, 6h30, je suis réveillé, 10h, je suis endormi. Puis je m'entraîne, c'est 2 fois par jour. Puis je veux le faire. Puis c'est ça qui me motive, c'est ça qui me garde réveillé. Ouais. Et à 10h, tu fais une sieste, c'est ça? Non, à 10h PM. Du soir, OK. Ouais, à 10h, je suis couché. J'étais comme, Chris, pas si longtemps que c'est levé, je trouve. Chris, tu te donnes? OK, c'est vrai. J'étais comme une petite couche tôt. Parce que là, tu as parlé de jouer en Russie, tu as parlé de joueurs de rôle, dépendant du rôle dans une équipe. Quand tu jouais au Kazakhstan, tu étais un gars de premier trio. Là, quand on arrive dans KHL, c'est quand même une ligue. C'est une ligue complètement. C'est un step-up de joueurs. Oui, parce que tu avais plus qu'un point par game au Kazakhstan. Ouais. Puis là, tu arrives dans KHL, c'est pas pareil. Puis tu joues 3e, 4e trio. Ouais. Comment ça s'est passé, cette adaptation-là? Parce que là, tu dis, c'est pas ça mon game. Ça a été une année d'adaptation. Puis je suis très content qu'ils m'ont gardé. Il y a une drôle d'histoire avant de commencer cette histoire de ce que tu me poses. Il y a une drôle d'histoire, c'est qu'une fois, j'avais dit à mon père que je me fasse congédier. Répète ce que tu as dit. De me faire congédier. Tu as dit ça à ton père? Non, à Simon. Peur. Ouais, j'avais tellement peur. Excuse-moi. Ouais, non, c'est Simon qui parle mauvais. Je vais parler en russe. Oui, c'est ça. Ben oui, je vais appeler Simon, il va me traduire. Mais c'est ça, j'ai dit à Simon que j'avais peur de me faire congédier parce que le GM, il rentre, puis il me dit meeting avec toi. Puis c'était dans le temps, c'est au début où je jouais pas. Tu sais, guys, les gens, ils me percevaient pas comme un joueur sérieux, là. Ouais. J'arrive là, two-way contract, OK, une coupe de game, puis on m'envoie en deuxième ligue. So, moi, j'avais peur. So, au début, on me prenait vraiment pas au sérieux. So, le GM, il rentre, il dit, on a un meeting. Puis moi, je pensais que c'était un meeting juste moi puis lui. So, je me prépare, je stresse, je suis. Ça va pas bien. Pire 15 minutes de ma vie. Je regarde Simon, je dis, Simon, je me fais congédier. Puis Simon, c'est un gars qui a joué professionnel, puis il sait comment ça marche. Il dit, Eli, relax, tout va bien, tu vas pas être congédié. Je dis, non, Simon, je peux congédier. En tout cas, je monte en haut, je rencontre le GM dans l'ascenseur, puis là, je dis, OK, je suis prêt. Tu t'en vas où?
Je dis, ben, dans ton bureau, me faire congédier. Viens, non, on a un meeting d'équipe, let's go. C'est le pire 15 minutes. J'étais vraiment pas bien. Tu as-tu dit dans ton bureau me faire congédier? Dans l'ascenseur. Parce que lui, il descendait, moi, je montais. C'était grave. Parce que moi, j'ai ri beaucoup parce que c'est quelque chose. C'était beaucoup pleuré. C'était gênant, là. Puis là, Simon me regarde, je dis, oh, t'es capable. Sorti d'ascenseur, aller dans les toilettes. Hey, j'étais con. Puis le plus drôle, c'est que tout de suite après, ouais, c'était presque ça. Tout de suite après, une couple de temps, le coach a commencé à me faire jouer. J'ai commencé 3-4, j'ai joué premier trio, deuxième. So, on me faisait vraiment jouer, là. So, ça a été vraiment... À la place d'aller là, ben, ça a monté. Ouais. So, c'était bien. À ce temps-ci de l'année, là, on est en mi-juillet, passé le mi-juillet. Ouais. On est pile Très juillet. Ouais. Calme-toi. Moi, les dates, c'est important, puis tu le sais. Là. À ce temps-ci, les gens ont beaucoup des contrats ou cherchent des contrats. Là, toi, tu l'as dit, là, je suis un peu en stand-by. Avec ton agent, tu vous parlez certainement à tous les jours, j'imagine. C'est quoi? Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un contrat à KHL? C'est quoi les options? Maintenant, le fait, c'est que... De manière réaliste, là. Le réaliste, c'est que... moi, j'ai mon passeport russe aussi. Je suis supposé de jouer en Russie comme un Russe. Même si je joue pour l'équipe nationale d'Israël, je suis supposé jouer comme un Russe. Je suis pas supposé d'être un importé. Connaissant les Russes, ils font leur propre règlement. Ils ont fait un règlement qui est même pas supposé d'être légal il y a 4 ans. Ils ont dit, bon, tout le monde qui a un passeport russe, qui joue pour une autre équipe nationale... Bon, c'était une chèvre, elle est partie. Là. C'est vrai qu'elle a juste couru vite. Elle a eu peur, là. C'est quoi, Alex, au son? C'est quoi? Alex, okay. Alex, fais ta job. Non, il est excellent, On peut l'applaudir, Alex. Oui, Alex. C'est-tu parce qu'il tient le micro au bout? C'est pour ça, Alex? Non, je bloque les chèvres. Là. OK. Bon, donc, tu disais, il a fait un règlement qui n'est même pas supposé être légal. C'est même pas supposé être légal. C'est que si tu es un Russe et tu joues pour une autre équipe nationale, tu es considéré comme un importé. Puis en Russie, il y a 5 importés par équipe. Ça, c'est sûr. Pour un joueur comme moi, d'Israël, qui a joué au Kazakhstan, en France, présenter comme un importé, puis me matcher des gars comme des gars NHL établis, c'est sûr qu'ils vont pas me prendre. C'est sûr, la première année, ils vont pas me prendre. So, le règlement est encore là. Puis maintenant, je suis restricted free agent avec Slovan, l'équipe de l'année passée. Ils ont encore tes droits. Ils ont encore mes droits. Ils ont gardé mes droits. So, là, maintenant, d'ici 1 semaine, 2 semaines, je suis posé avoir le contrat. C'est quelque chose de bien, comme un importé, jouer dans KHL. Ouais. Puis me matcher contre des gars. C'est parce que je suis supposé d'être là. Mais c'est sûr, ça va être beaucoup plus facile pour moi de ne pas être un restricted free agent puis être considéré comme un Russe en Russie. Ouais. Je vais pouvoir jouer dans KHL 10 ans. Fait que là, tu penses peut-être te ramasser en Russie là, si tout va bien. Oui, si tout va bien, je signe dans KHL. Mais maintenant, Simon a signé avec Tryout Montréal. Maintenant, mon agent, il fait la même chose. On essaie de me faire rentrer pour un tryout à Montréal. T'aimerais ça? Ton père capoterait, là. Au moins si t'avais un essai avec le Canadien. Oui, c'est sûr. Puis, il serait vraiment content. Mais il me dit, ouais, mais là, on regarde les perspectives, mais si tu fais pas l'équipe, est-ce que tu vas encore le contrat? Je dis, si j'ai mon tryout à Montréal, si tu serais à ma place, tu le prendrais-tu la chance? Il me dit, ouais, je veux prendre la chance. Puis, je sais ce que je vaux. Puis je sais si tu mets un Paul Byron à côté de moi ou un autre petit joueur rapide, je vais être en avant. Est-ce que jouer à Laval, ce serait une possibilité? Oui, c'est sûr. J'habite à Laval. Entre la KHL et jouer à Laval, qu'est-ce qui est la meilleure option pour toi? Si on m'offre un contrat à Laval, c'est sûr que je vais bien réfléchir puis je pense que je vais le prendre. Parce que c'est une perspective de jouer NHL, mais je dois avoir mon try-out avant à Montréal, c'est sûr. Mais je ne prendrais pas juste un contrat à Laval. Moi, j'avais assumé avant que quand un gars allait en Russie, il faisait bien plus d'argent qu'en Ligue américaine. Ouais, c'est vraiment pas toujours le cas. Ouais. Est-ce que pour toi, ça serait plus avantageux financièrement d'aller jouer dans la Ligue américaine ou de rester en Russie? Non, financièrement, c'est sûr aller jouer dans KHL, puisqu'il y a plus de perspectives. Mais... c'est sûr que jouer après 7 ans de temps, être loin de la famille, jouer à Laval,
On va rester dans le basement de chez ma mère. Je prends mes choses, puis je m'en vais à l'Arena à Place Belle. C'est sûr que ce serait quelque chose de bien. Puis c'est une perspective qui peut se faire là, d'ici 2 semaines. Ouais. À suivre. On te le souhaite, en tout cas. C'est ça. Ben, par le temps que l'épisode va sortir, on va avoir notre réponse. Ça va sortir à l'automne. Fait que Mais les gens, on va... c'est quelque chose, je pense que ça va être quelque chose de bien, là, de plus partir. Mais c'est compliqué, là. Il y a tellement d'options, il y a tellement. Faut pas. C'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Il faut vraiment voir plus loin. Toi, est-ce que tu veux jouer le plus longtemps possible? Jusqu'à... Ouais, jusqu'à 35 ans minimum. Je prends soin de mon corps. J'ai mon liver, mon foie est bien. Si le foie est bien, c'est d'habitude, c'est ça. Le foie est bien, je bois pas beaucoup, je fume pas du tout. Un peu de coke? Non, c'est pas vrai. Juste te dire, Dave, il reste 5 minutes avant la période de questions. OK. Fait que si jamais tu as des questions. Bon, on va là, enchaîner. Mais je veux juste savoir, parce que tu as parlé de UFC, je voulais juste finir avec ton... Ah, sinon, c'est ça que je vais parler. Non, parce que ton... je viens de voir un truc. Non, parce que ton frère, c'est un UFC... Mon frère, c'est un combattant professionnel. Il est numéro 1 au Canada. C'est quoi son nom? Jonathan Sherbatov. Yannick Sherbatov. Il est pas comme 34e... Ouais, il est 34e au monde. Il est en ce moment 34e. Il est premier au Canada dans sa catégorie au monde. Lui aussi, c'est bien d'avoir un exemple comme mon frère, comme mes 2 frères, qui me donnent aussi un exemple en tant qu'un athlète professionnel. Parce que être un combattant professionnel ou être un joueur de hockey professionnel, c'est différent d'être un athlète professionnel. Être un athlète professionnel, c'est quelqu'un qui prend tout son sport au sérieux. C'est pas juste sur la glace ou dans un ring de boxe, c'est à l'extérieur aussi. Cool. C'est vrai que c'est cool que vous ayez le même truc. Et l'affaire, je voulais vraiment te parler parce que ça me fait vraiment rire, c'est que tu as joué pour l'équipe nationale israélienne. Et c'était qui ton coach? Jean Perron. Jean Perron. C'est ma première fois que j'ai joué pour l'équipe nationale. J'avais 13 ans. J'étais le plus jeune joueur de toute l'histoire de la IHF. Ouais, c'est le moins 18. Ouais, moins 18. J'avais 13 ans. J'avais tellement peur. Là, vous ne pouvez même pas imaginer. Je sais qu'on est gars de 18 ans. Les gars, je comprenais pas que c'est pas... Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Puis j'avais Jean Perron en arrière qui me disait hey, tu ne dois pas tout comprendre ce qu'il dit. Non, mais une chose, Jean Perron, là, c'est une personne très spéciale. Puis je le tiens à cœur parce que il m'a vraiment beaucoup appris à travers les championnats du monde. Puis il m'a toujours supporté. Puis qu'est-ce qui t'a appris, Jean Perron? Des systèmes de jeu, comment jouer, comment bien... Juste comment aller de l'avant, ne jamais... ne pas me renfermer sur toi-même. Sur moi-même, juste continuer à aller vers l'avant. Puis, c'est une personne très spéciale. À quoi ça ressemble Jean Perron qui rentre dans le vestiaire de l'équipe israélienne? C'est tellement drôle. J'adore Jean Perron, je l'adore. Là, les gars, il y a un interprète. Non. Dans l'équipe israélienne, les gars, ils parlent russe, anglais, français aussi. Là, il n'y a pas une autre langue aussi? Hébreu. Désolé. Ouais. Il rentre, il parle en anglais, parce que tout le monde parle en anglais. Puis là, il dit Tabarnak, Sherbatov! Puis là, il parle en québécois. C'est comme ça que tu dois jouer. Puis là, il recommence en anglais, puis il parle, puis il me recommence Sherbatov, tabarnak! Puis il commence à parler. Tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Man. C'est des belles histoires. C'est des belles histoires. As-tu une anecdote préférée avec Jean Perron qui est arrivé? Je peux pas la raconter. Quoi? Tu peux pas la compter? Sérieux? Je veux pas. Non, mais. Comment? Ouvre-toi les yeux, ref. Il y a 2 équipes, c'est à la glace. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça implique? 2 morts, puis. non, mais pas une anecdote. C'est juste des fois, quand il s'exprime, c'est un peu drôle. Il arrive au banc, il dit Tabarnak, c'est quoi, c'est pas cette tapette-là? Hey, tu savais qu'il y a une expression au Québec, ça s'appelle des péronismes. C'est des expressions de Jean Perron il invente des expressions qui n'existent pas. Tellement que c'est devenu une expression, ça donne une idée à quel point. Il y a un livre aussi, je pense. Ouais, c'est le péronisme. On parle, oui, que ces expressions et tout, mais c'est une personne aussi qui se donne à cœur pour ses joueurs. Puis on l'a vu, cette personne-là a amené l'équipe, juste pour que vous le sachiez, qu'on dise quoi que ce soit sur lui, puis la façon qu'il parle. C'est une personne qui a amené l'équipe nationale d'Israël, qui a une arena
dans le pays, en division 1, jouer contre la France, l'Allemagne, puis les meilleurs pays au monde. Il a amené 7 équipes jouer, en France dans le championnat du monde. En ce moment, ils sont... C'est pas n'importe quoi, là. Ah non, c'est incroyable. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est des gars qui viennent de l'armée. Qui tue l'autre équipe. puis qui viennent de l'armée, puis qui viennent jouer pour l'équipe nationale. C'est pas des professionnels, guys. C'est des personnes qui prennent... qui c'est un hobby, là, OK? Puis ils jouaient contre des gars de la NHL, comme des gars dans l'Allemagne, qui jouaient... Il y avait 5 gars dans le premier trio qui jouaient dans la NHL. Puis tu vois l'équipe nationale d'Israël, puis avec Jean Perron en arrière. Sauf qu'on dit quoi que ce soit sur lui, c'est une personne très spéciale. Mais ça revient... Puis c'est une personne qui tient à cœur ses joueurs puis son équipe. Puis il est un grand responsable du succès de l'équipe israélienne, Jean Perron. Très grand responsable. Ouais. C'est spécial. Sais-tu comment il s'est ramassé à ce poste-là? Kijiji? Oui, oui, c'est... Non, j'ai dit Kijiji dans le sens que tu postes online des ads. Non, parce que pour qu'il se ramasse c'est juste le sponsor puis le directeur de l'équipe nationale, c'était le grand ami à Jean Perron. Puis c'est comme ça qu'il l'a amené, puis comme ça qu'il a commencé l'équipe nationale. Ça fait beaucoup une de temps. dizaine d'années. Là. Ouais, une dizaine d'années. C'est pas pour rien que tu l'aimes, parce que c'est un entraîneur qui, justement, tu sembles dire qu'il va chercher le meilleur de chacun des joueurs. C'est ça qui fait... Les gens voulaient jouer. Les gens de Division 2, ils ont gagné ils ont gagné le championnat de Division 2 pour monter en Division 1. C'est pas n'importe quoi, gars. Qu'est-ce que les joueurs dans la chambre disaient de Jean Perron entre eux? Qu'est-ce que vous vous disiez de lui? Non, mais ils comprenaient rien. On avait 3 Québécois, comme 3 Québécois, mais des Montréalais. Naturalisés. Ouais, naturalisés Québécois. Oh, ça va être la période de questions. Ouais. Finis ta réponse. Je pensais que c'était quelqu'un qui je pense qu'il me demande de mettre un alarme. C'est fait. J'écoute le boss, ouais. Prends tes médicaments, là. Ma pilule. Bref, non, mais... C'est ça, on était comme 3 de Montréal, puis on niaisait, c'est sûr que c'est spécial d'entendre aussi, là. C'est malade. Moi, j'aurais aimé ça être dans cette chambre-là. Tu vas recevoir Jean Perron ça serait le fun. Ça serait malade dans la prochaine saison de recevoir Jean Perron. Il est encore en vie. Oui. Lui, il est en vacances. Ouais. Mon Dieu, on dirait qu'il y a un lot secret, il est en vacances. C'est ce que les gens Mathieu disent pour aller en prison, il est en vacances. Hey, j'aime vraiment pas ça qu'on parle mauvais de Jean Perron. Non, mais c'est des On parle pas de mauvais, là, non. On en parle avec amour. Jean Perron qui a fait les bons jours de 110%. C'est une émission en télé qui est bon, en tout cas, bref. Et des expressions comme jeter de l'argent avec des gants blancs, c'était malade. On a amené un micro au milieu de la salle. Et c'est ça, s'il y a des questions... Ben, en fait, y a-t-il des questions? Avez-vous des questions? Quelles sont vos questions? Oui, on en a ici. Tu peux même prendre le micro, mon cher. Tu peux dire ton nom, Maxime Laroche de Saint-Flavien, s'il te plaît. Exactement. Ma question, c'est pour toi. Dans le fond, tu Elijah. parles... Daniel. Ellie, puis je me suis... On se connaît. Tu parles de ta mère qui a une école de power skating, puis de ce que je comprends, ton style de jeu, c'est un joueur rapide. C'est quoi ta perspective de l'importance de la vitesse au hockey? Puis est-ce que, mettons, des joueurs qui n'ont pas nécessairement un bon coup de patin, est-ce que ça se règle à un niveau aussi, quand tu es jeune, c'est là que ça se joue? C'est une très, très bonne question. Bravo, Maxime. Vraiment bonne question. L'hockey évolue. C'est plus la même game, vous le voyez. Beaucoup plus de petits joueurs rentrent dans les ligues professionnelles. Beaucoup plus de vitesse. Il y a moins de gros gabarits qui jouent. Puis pour répondre à ta question, la technique se change, peut s'améliorer. C'est sûr, c'est mieux de le prendre jeune. C'est qu'on aime ça, les prendre jeunes puis les évoluer. Mais en Russie, c'est ça qu'on fait. On les prend jeunes, puis c'est du power skating. Mais là, on a des gars comme Michael Chaput qui vient juste de signer à Montréal, two-way. On a fait des cours avec ma mère, puis on essaie de s'améliorer. Puis il s'est amélioré beaucoup. En 6-7 cours, tu vois une amélioration. So, oui, on peut. Surtout si la game change, faut tout le temps que tu t'adaptes. Tout le temps que tu t'adaptes. Si tu veux être le meilleur, Crosby le fait. Les meilleurs joueurs au monde s'adaptent tout le temps. Bonne question, bonne réponse, merci. Prochaine question. Le micro est libre. La voix est libre pour... 1, 2, check. Oh, il y a des gens qui se déjeunent. Allez-y.
Tu seras le prochain, mon cher. Moi, j'avais une question aussi. Pierre-Luc Dubois a parlé le lundi que les Russes dans son équipe faisaient beaucoup ça de MMA ou de kickboxing. Je me demandais, est-ce que dans la KHL, c'est vraiment une coutume, tu sais, les deux de... Tuer, oui. La question. Pour mettre I must break. Merci pour la question. Pour mettre en contexte, en effet, on a reçu Pierre-Luc lundi qui nous racontait des anecdotes par rapport à Artemi Panarin. Puis il disait qu'Artemi Panarin, il faisait du MMA, puis il montrait des vidéos de lui qui kickait dans les gorges. Non, mais tu sais, des vidéos de lui sur le kickboxing, en tout cas, puis des affaires très russes, là, tu sais. Puis là, je pense que la question semblait savoir, est-ce que c'est quelque chose là, que, visiblement, il y a un point commun à tous les Russes, là, non. Les sports de combat? Non. Formation d'armée ou quelque chose? Oui, c'est beaucoup plus populaire pour les Russes d'être dans des sports de combat, que ce soit la lutte olympique, que ce soit le boxe, puis le MMA. Mais c'est pas quelque chose de super commun pour des joueurs de hockey. Là. Mais oui, en Russie, c'est très, très populaire. N'importe quel sport de combat, c'est dans les sports top. Boxe, MMA puis lutte olympique. Est-ce que ton père il était impliqué? Puis sambo, le sambo. Ah, OK. Est-ce que ton père est impliqué dans les compagnies de Sherbatov? Ton père, Mon père, c'est comme... un géant d'estrade. Il regarde tout. Il botte des famille, culs. c'est le psychologue, puis il regarde tout le monde, puis c'est lui qui gère psychologiquement moi et mes frères, puis qui a vraiment... C'est lui qui a amené la famille où ce qu'elle est maintenant. Puis lui, il a sa compagnie d'import-export, et il supply tous les magasins de hockey pour First Dining Group, les accessoires de hockey. C'est ça le nom de la compagnie? Ouais, Okay. chez Sherbatov Import-Export. OK, c'est ça le nom. C'est lui... Il supply accessoires de hockey pour les magasins de hockey. Puis c'est aussi le big boss de l'Académie Sherbatov. OK, parfait, très cool. Est-ce qu'il y a une autre question pour notre invité? Oui, absolument, c'est vrai. On avait un ami qui, d'ailleurs, porte fièrement son chandail des Dressel Tapes, ce qui m'a fait rappeler à tout le monde. Oui? Dans le fond, ça allait un peu dans la même question que la personne qui était là auparavant. Dans le fond, pour le training de MMA, est-ce que tu en fais pendant l'entre-saison? Et puis, à quel point ça t'aide comme joueur, si c'est le cas? Je fais de l'arts martiaux mixtes depuis l'âge de 6 ans. Puis, oui, j'en fais tout le temps, tous les étés. C'est un entraînement complètement différent. C'est un entraînement corps à corps. Tu travailles des muscles que tu ne vas pas travailler. Un sport de combat, c'est les échecs. C'est 1 contre 1. Si dans le jiu-jitsu brésilien, tu veux faire une technique, mais l'autre va aller te chercher. Seulement, c'est un jeu d'échecs en même temps. Puis ça fait beaucoup travailler le cerveau. Que ce soit dans la boxe, c'est sûr que la boxe, ça va aider. Les réflexes, dans l'MMA, il y a tellement de choses que tu dois faire quand tu fais un sparring d'MMA, que ce soit des coups de genoux, des coups de pied, mettre le gars au sol, les clinches. C'est tellement complexe que c'est sûr que ça aide. Puis en tant que musculairement, c'est sûr que ça va aider parce que tu travailles des muscles. C'est vraiment... Là, moi, je prends mon exemple. Corps à corps. C'est vraiment, c'est corps à corps. Tu veux juste me faire mal. Oui, t'es plus fort que moi. Mais pour ceux qui écoutent, Ellie a pris le bras de David. David est évanoui par terre sur le C'est stage. vraiment, c'est du pull and push. C'est quelque chose que tu travailles pas vraiment. Très cardio. C'est très cardio. C'est énormément de cardio. Tu te fatigues très facilement. Ça, mettons, parce que là, on s'entend, t'as pas de patin, mais sur glace, c'est un combat. Sens-tu que ça t'avantage énormément ou à cause des patins, c'est calissement une autre affaire? Non, c'est sûr que ça m'avantage parce qu'il y a une technique en arrière de ça. Mais c'est sûr quand tu sais, je vais pas me pogner dans un gars de 6 pieds 4. Dans KHL. Est-ce que quand tu étais jeune, tu te battais avec ton Ben, je vais le mettre à terre, c'est ça. J'ai un coup de coude. Tu vas être Tu smart. peux pas faire ça au hockey, C'est ça. Est-ce que quand tu étais jeune à la maison, tu te battais avec ton frère? Comme des frères? Moi, je dis quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je restais en arrière. Je laissais mes frères se battre. Si quelqu'un me touchait, maman, papa. Le bébé de la Le famille! chouchou de la famille. On le reconnaît. Je le suis encore. Ça fait du bien. C'est moins de coups de pied puis c'est ça. de coups de pied dans le cul. Un peu d'amour de temps en temps. Mais tu sais, quand il n'y avait pas de parents à la maison, des fois, T'en mangeais une crise. mon frère qui se bat, là, Yanni, le numéro 1 au Canada, il me pétait la gueule. Ça a été dit. Je pense qu'il reste plus On vraiment. a le temps pour une dernière. Une dernière, tu penses? Ah ouais, non. Y a-t-il- Il reste 4 minutes 30. Oh, boum, ok, ben parfait. Y a-t-il une dernière question pour Eliza? Une bonne, là, c'est possible. Là. Parce que là, ton Ah, dîner ben, depuis tantôt. pendant que quelqu'un pose une question, juste mentionner que le dernier invité portait un chandail Dressel Tape qui, je dois dire, sont disponibles sur dresseltape.com.
Je le dis. Très confortable. Il y a aussi les hoodies qui sont très confortables. Oui, exactement. Oui, vous n'allez pas être gêné. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui vous a popé dans la tête pendant le podcast. Question, Eliza? Non? Personne? Personne ne veut demander en mariage, Eliza? Non? Oui, sa copine. Ouais, okay. J'ai levé la main, ça, c'est une chance. On va aller avec des petites questions en rafale. Oui. Veux-tu des enfants? C'est quelque chose un jour Non, mais c'est vrai. Je pensais que c'était une joke. Non. C'est sûr que c'était une joke. Non. Veux-tu des enfants? Ben oui, c'est sûr que je veux des enfants. Forge-toi pas. C'est bon, intéressant. Plus de Jean Perron. Je veux plus. Change de question. Seras-tu déçu un jour si tu n'as jamais fait de la LNH? Ça va-tu être une grande déception pour ça, toi? c'est une question. Regarde, je me réchauffais, le warm-up est fait. Là. Veux-tu des enfants? Vas-tu être déçu? C'est ça? Allergique au chat? Ok, non, vas-y, excuse. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que si ça va pas arriver, ce que je vais transmettre à mes enfants, voilà, il y a un lien. Ce que je vais transmettre à mes enfants, c'est comme si j'aurais réussi parce que j'aurais fait tout, absolument tout à mon pouvoir pour réussir. Puis je vais, à chaque fois que tu parles, je vais pleurer. Merci. Caroline, dans la vie de jouer du piano en arrière. Hey, en passant, je jouais du piano dehors. Il y a un piano dehors à Sainte-Dorothée où j'habite. Je jouais au piano, puis c'est là qu'il me texte. Il me dit, hey, faut que tu remplaces Mario Pouliot. Ça, je joue, puis là, je suis comme, je joue mon piano. Fucking Mario. Là, t'es venu. Merci en tout cas d'être venu merci. À pied levé. À chaque fois que tu parles, on met une petite musique en arrière. On pourrait mettre ça en vidéo sur Facebook. C'est les vidéos qui passent, moi, inspirational. C'est ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Sherbatov, c'est pour le branding de la compagnie. J'ai des idées pour toi. Mais t'es inspirant en tout cas, pour de vrai. C'était vraiment intéressant. Oui, vraiment. Merci beaucoup d'avoir remplacé à pied levé ton coach préféré. Et mon chum. Sam Breton. On va aussi quand même... Pour ceux qui écoutent, on s'est pogné à la graine. Ils m'ont pogné. C'est solide. J'ai pas aimé ça. Elle est en métal. C'est... Parce qu'il nous reste 1 minute, c'est quand même... Désolé, Alex. Au son... Parce qu'il reste quelques... Tout le monde n'a pas eu de fun. On regarde les plus petites choses à la fin. Laisse pas maintenant dans le secondes. Fini avec un crise d'agression. Mais non... Il te reste 38 secondes. Oui, 38 secondes, justement pour closer de manière moins agressante. La compagnie de ta mère, l'Académie Sherbatov, de tes parents, de ta famille, academysherbatov.com, c'est un site qui existe. Oui, academysherbatov.com, Power Skating, sherbatovmma.com pour notre centre d'entraînement, puis d'MMA. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Sherbatov. Puis écoutez Dread sur le tape. On le voit que c'était pas sincère. Il a lu le prompteur en arrière. C'est vraiment sincère. Non, mais l'épisode va être en ligne dans la saison 3. Mais tu es assez même actif sur les médias sociaux. Tu as comme 21 000 personnes qui te suivent sur Instagram, je suis beaucoup plus... très actif. Il y a une page Facebook aussi. Bref, merci à ça. Allez voir aussi les vidéos de sa mère, Anna Sherbatov, sur YouTube. Si vous ne savez pas dans quoi vous embarquez, vous allez comprendre. Et puis il y a même des vidéos de toi au camp de ta mère qui fait du power skating. Puis, ça... Lis-nous! Ouais, c'est ça. Ça y va, là, ça y va. Sam Breton. Sinon, on va... C'est bien en masse. Non, mais garde ton temps pour l'inviter. Les gens, ils savent, moi, là. On s'en calisse de moi. Close ton émission. Sam Breton, page Facebook, allez le suivre. Il est en rodage de ce qui va devenir éventuellement son one-man show, 90 minutes avec Sam Breton. Exactement. Il se promène partout au Québec. C'est sold out, il y a des supplémentaires, allez-y. Vous allez voir, vous allez être déçus. Vous allez pas être heureux. Non, sérieusement, allez le voir, un des gars les plus drôles au Québec. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois, c'était Sam Breton et Elazar Sherbatov. Et votre animateur, David Bocage, mesdames et messieurs! Un merci tout particulier à tout le monde qui se sont déplacés cette journée-là à la balustrade. Ce fut fort agréable. Merci beaucoup. Merci à Eliza d'avoir remplacé à pied levé comme ça à la dernière minute. Et également merci à mon ami Sam Breton de venir toujours assaisonner les épisodes comme celui-ci le fait, c'est-à-dire de manière grivoise et spontanée. Merci, Sam. D'ailleurs, sambreton.com, là, c'était pas officiel quand on a fait l'épisode, c'est officiel maintenant. Il lance son one-man show en 2019. Ça s'appelle Au pic puis appel. Vous devez absolument aller voir ça, sambreton.com. C'est un compteur comme il s'en fait
très peu au Québec. SamBreton.com, il va passer dans votre coin. Allez le voir, ce gars-là. C'est un phénomène, c'est pas une blague. Sinon, vous savez ce que vous avez à faire. Allez au patreon.com, patreon.com/DreadSureTape. À partir de février, on fait tirer à chaque mois, chaque dernier vendredi du mois, un package absolument nice qui inclut la mission Forsberg. Vous voulez pas, comme dirait JC, vous voulez pas manquer. Tu veux pas manquer ça. Tu veux pas. Bref, allez vous inscrire sur Patreon. Quand ça fait 2 mois que vous êtes membre, vous rentrez dans la loterie. Vous avez une chance sur 60. C'est dans le plaisir. Tout ça, c'est dans le fun. C'est dans le fun. Ça reste le fun. OK, merci. Bonne semaine. Bye bye.